Bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e épisode des chroniques de Youssef Indy. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial, un numéro hors série, car je reçois un auteur que vous connaissez bien. Et si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous allez le connaître. Un auteur important que je connais bien, avec qui je travaille, qui est Pierre-Antoine Plaquevent, qui est un chercheur. Donc déjà, bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Youssef, merci de l'invitation. De rien, avec plaisir. Bon, on va se tutoyer, on va pas faire semblant. D'accord. Voilà. Pierre-Antoine, tu es chercheur indépendant, ça c'est important de le souligner. Aujourd'hui, je te reçois pour parler d'un dossier que tu as produit et publié sur ton Substack Pierre-Antoine Plaquevent. Le Mhm. titre est, c'est un sujet très important et pas suffisamment traité, voire, et ce dossier est traité avec un angle assez inédit. Le titre est Israël et la politique d'exclusion nucléaire, un levier de domination thalassocratique. Donc c'est la première partie. Euh, Vous trouverez le lien du dossier dans la description de la chaîne. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez au Substack de Pierre-Antoine Plaquevent et vous aurez accès à ce dossier et à tous les autres dossiers qu'il a publiés précédemment et aux dossiers futurs si vous vous abonnez à son Substack. Voilà, si tu peux nous en dire un mot, Pierre-Antoine, de ce dossier, Oui, c'est peut-être ça. sur la forme, hein, Euh, juste sur la forme, pour que les gens puissent s'abonner. oui, oui, bah, l'idée, en fait, là, par exemple, ce dossier sera en quatre parties. Et en fait, l'intérêt de s'abonner à enfin, ce compte, c'est qu'en fait, effectivement, c'est un abonnement qui, au prix d'un dossier habituel, ouvre sur tout ce qui a été déjà publié et tout ce qui sera publié. Donc, et l'intérêt, c'est de suivre aussi. Moi, ça me permet de, comment dire, c'est un peu je diffuse mes travaux presque en temps réel, en fait, hein. Donc, il y a ce dossier, et puis il y a aussi d'autres articles qui vont paraître. Et toutes les semaines, il y a un article qui paraît. Il y a aussi du contenu vidéo que je suis en train de préparer, qui sont des formations en géopolitique et métapolitique spécifiquement dédiées à ce canal-là et qui seront donc des formations payantes. Et l'intérêt, c'est que en s'abonnant au Substack, on pourra avoir ces formations inclus dans l'abonnement sans avoir à les acheter séparément et donc à un prix moins cher. Voilà, c'est de faire un peu, et c'est aussi l'idée de réunir, comme comment dire, je diffuse beaucoup, bah, comme toi, un petit peu dans différents médias, c'est de réunir sur une plateforme un petit peu toute la recherche en cours, en fait, hein. Donc, c'est Mais un petit peu ça. Et je pour les gens, rappelle. c'est aussi le moyen de soutenir le travail, comme tu as précisé, qui est entièrement indépendant, et ce qui est le gage, effectivement, d'avoir des analyses qu'on n'entend pas ailleurs, parce que l'angle est toujours inédit, parce que c'est l'angle d'un chercheur indépendant. Voilà, donc c'est bien de le préciser, c'est extrêmement important de soutenir les travaux des chercheurs indépendants qui sont indépendants de tout cadre institutionnel, indépendants du cadre universitaire, C'est ça, indépendants d'entreprises privées ou d'influence étatique. Donc nos travaux, les travaux de Pierre-Antoine Plaquevent, dépendent de votre soutien. Voilà, c'est un travail de recherche populaire, on va dire. exactement. Ne faut pas oublier non plus le site Exactement. strategica.fr, dans lequel, qui est alimenté quasi quotidiennement, Mhm. dont tu es le cofondateur et Exactement. l'initiateur. Exactement. Strategica.fr, vous trouverez aussi des dossiers payants sur le site de strategica.fr et de nombreux articles Mais en c'est accès pareil, libre. hein. L'idée, c'est aussi de rassembler, parce que en fait, c'est vraiment la guerre de l'information, en fait. Donc, et on va dire dans l'infoguerre, ce qui est important, c'est d'avoir des sources fiables et puis d'avoir des plateformes qui font un peu entonnoir, parce que les gens ont l'impression souvent d'être bombardés d'informations et à la fin, ils ne savent plus où donner de la tête. Donc là, avec Strategica, par exemple, et en suivant le canal Telegram Strategica et en suivant le site, il y a une plateforme qui fait une veille de tout ce qui est important en termes de géopolitique et de métapolitique en temps réel, en plus de diffuser nos travaux. Voilà. Et peut-être, Sans par exemple, oublier. Oui, et sans oublier les publications écrites. Par c'est exemple, ça, voilà.
un de tes Mm. derniers ouvrages, Oui. Société ouverte versus Eurasisme, géopolitique du globalisme, et sans oublier le livre que nous avons coécrit, Israël et la guerre mondiale des religions, préfacé par Édouard Husson, aux éditions Culture et Racines en partenariat avec Stratégica. Et on peut dire que le dossier, le présent dossier dont on va parler, que tu as publié, est un peu une continuité de ce livre, la suite de ce livre, parce qu'il y a dans ce livre un chapitre sur la doctrine Samson. Mais avant de continuer, Mm. je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Elle aussi, elle dépend de votre soutien. Votre soutien via Tipeee, via PayPal. Vous trouverez les liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Patreon. Vous vous abonnez, vous vous envoyez vos questions sur Patreon. Et chaque mois, même 2 fois par mois maintenant, parce que je reçois beaucoup de questions, je fais déjà des vidéos de réponses à vos questions. Donc, je disais donc, dans ce livre, Israël à la guerre mondiale des religions, il y a une partie, donc un chapitre que tu as écrit sur la doctrine Samson. Je pense que c'est un bon moyen aussi d'introduire ton présent dossier. Quand on parle de la doctrine Samson, en dehors des milieux avertis, ou de la recherche, personne ne sait ce que c'est. Est-ce que tu peux nous parler de la doctrine Samson? Puis ensuite, on enchaînera sur ton dossier qui est lié à cette question. Oui, et l'idée de la doctrine Samson, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ça avait été très étudié par Seymour Hersh, qui a fait tout un livre hein, sur la bombe atomique israélienne. Et en fait, à un moment donné, il parle de cette doctrine hein, que lui expose des généraux israéliens, qui est l'idée que, en fait, bon, c'est la référence comme toujours, hein, c'est biblique, donc c'est le héros Samson qui est assailli par les Philistins et qui, à un moment donné, bah, en fait, fait comme un kamikaze. En fait, il détruit le temple dans lequel il est et il fait s'effondrer sur lui et ses ennemis. Et donc, c'est l'idée, la doctrine Samson, que Israël, si Israël a été menacé de manière stratégique et vitale en tant qu'État, il pourrait utiliser l'arme nucléaire non seulement contre ses adversaires, mais aussi contre ses alliés qui ne l'auraient pas soutenu ou qui l'auraient abandonné, et ça en ciblant donc même des capitales européennes, et même la citation qu'ils dit, c'était des capitales même comme Rome. Bon, on voit bien le symbole hein, quand on connaît tout l'arrière-fond avec l'affrontement, je dirais, théo-historique entre Israël et Rome hein, depuis la fondation, enfin depuis, ouais, dans les fondements, on va dire, théopolitiques israéliens. Donc, et donc finalement, on peut se dire, bon, tout ça nous amène à se demander, quand on parle de prolifération nucléaire au Moyen-Orient, c'est qui prolifère en quelque sorte, hein, et qui C'est là a qu'on en un arrive peu, à ton dossier voilà, c'est ça. Substack. Voilà. Voilà. Mais je reviendrai hein, dans les autres parties sur la doctrine Samson, sur comment les Israéliens se sont dotés de l'arme nucléaire, y compris en doublant les Occidentaux, en les trompant, avec même il y a des vols de matériaux fissiles. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes à comprendre pour voir comment, en fait, c'est comme la construction de l'État israélien lui-même, petit bout par petit bout, on arrive à la fin à quelque chose qui finit par s'imposer sur la scène internationale et qui maintenant prétend être le seul protagoniste nucléaire de la région. Mais ce n'est jamais ouvertement dit, puisque la doctrine nucléaire israélienne, c'est de ne jamais affirmer ou infirmer si on a l'arme nucléaire ou pas. C'est de laisser un espèce de vide stratégique sur cette question. Donc tout ça, ce sera dans les parties suivantes. Donc ce dossier, je l'ai articulé de cette manière-là. En fait, Je rappelle juste le titre. Israël et la politique d'exclusion nucléaire, un levier de domination thalassocratique. Voilà, première voilà, partie. parce que en fait, quand on voit ce qui se passait, ce qui se passe en Iran, en fait, on se rend compte que c'est dans la continuité de la politique thalassocratique. Donc, et là, je renvoie même à ton livre hein, sur la guerre, la guerre contre l'Europe et contre l'État. Voilà, celui-ci où tu montres très bien comment, en fait, finalement, la thalassocratie américaine a fusionné, en quelque sorte, avec, voilà, avec l'idéologie
l'idéologie, comment dire, vétérotestamentaire et donc sioniste, et donc le sionisme millénariste actuel que l'on a étudié dans notre dernier livre est immédiatement lié à cette thalassocratie, c'est-à-dire c'est un peu le débat là aussi récemment que tu avais dans les réseaux sociaux sur la question, c'est toujours la question de savoir finalement qui dirige. Est-ce que c'est les Américains qui utilisent Israël comme un proxy, ou Juste bien pour est-ce que préciser, voilà, le débat, avec c'est Michel important. Collomb, ouais, ça. Voilà, Mm. c'est-à-dire que, disons qu'il y a deux écoles. Il y a l'école marxiste, léniniste classique, c'est-à-dire qui est attachée à la lettre, hein, et qui n'en Oui. démord pas, qui dit Israël est le porte-avions des États-Unis, il est le proxy des États-Unis et il est le gendarme des États-Unis au Proche-Orient pour contrôler les ressources économiques, ressources pétrolières, etc. Et puis, il y a la deuxième école, on va dire, qui dit non. Moi, ce que je dis, c'est les États-Unis sont devenus le porte-avions d'Israël et le lobby pro-israélien entraîne, on va y revenir hein, dans notre discussion, entraîne les États-Unis dans des aventures géopolitiques éloignées de leurs propres intérêts, ce que soulignait déjà Zbigniew Brzezinski avant sa mort, notamment en 2012. Voilà, donc il y a ces deux écoles-là. Voilà, Oui, c'est ça. Et donc, en fait, on voit que, donc, quand on voit ce qui se passe en Iran, on voit qu'en fait, il y a une continuité stratégique. Et en fait, donc, ce que je fais dans l'étude, c'est que je remonte dans le temps et je montre qu'en fait, la guerre israélo-américaine contre l'Iran et le raid qui a été mené, en fait, on a eu quelque chose de similaire à une échelle moins grande contre l'Irak dès les années 80. Donc, faut savoir que dans les années 70, en 75, la France avait fait un accord avec l'Irak, et l'accord d'ailleurs négocié par Chirac, pour la construction d'une centrale nucléaire en Irak, avec la formation de plusieurs centaines d'ingénieurs irakiens, 600 je crois. Et donc, et cette centrale a commencé à voir le jour. Elle était baptisée Osirak. D'ailleurs, Osirak du côté plutôt français, et je crois que c'est le réacteur Tammuz, il l'appelait pour les. Donc on voit les références là aussi, on pourrait dire théopolitique, là, laïcisante, enfin pour les maçonniques du côté français, et Oui, puis un peu là c'était, il y aussi a Osiris, en fait, c'est passé de ouais, Osiris à Osiris, parce qu'il y avait le voilà, il y projet avait aussi Osiris. Osirak, et puis et eux l'appelaient Tammuz. Donc on voit aussi les Mm. références aux Ouais. divinités Oui. voilà, pré-abrahamique. Mais ce qui est intéressant, c'est finalement que ce réacteur a vu le jour, et en 81, et précisément le 7 juin, date anniversaire de la guerre des 6 jours, l'aviation israélienne a fait un raid pour détruire ce réacteur nucléaire. Et comment dire, ce raid avait été précédé aussi d'opérations de sabotage sur le sol français même, où des éléments destinés à ces réacteurs avaient été plastiqués par le Mossad. Et il y a même eu l'assassinat d'un ingénieur arabe à Paris Donc sur le sol français. sur le sol Et, français. et Donc tout sur le ça est sol français, parfaitement documenté tout ça est dans parfaitement ton dossier, documenté. dans le Ah dossier oui, qui est c'est en termes ça. Oui. plaque-vent. Tout est référencé, hein, vous aurez Ah oui, toutes les oui, non, c'est notes. clair. Ah oui, oui. Mais de toute façon, en fait, ceux qui en parlent le plus, ce sont les Israéliens eux-mêmes, puisque même certains pilotes de ce raid, dont l'un est devenu le premier cosmonaute israélien, eh bien, ils ont été montrés comme des héros, hein. Donc, au fur et à mesure, là, les informations sont sorties il y a quelques années pour déclassifier un peu ces dossiers. Et en fait, ils sont montrés comme des héros d'une opération qui était une opération illégale au plan international, qui a été condamnée par l'ONU, par une résolution de l'ONU. Mais donc, en fait, c'est devenu au fur et à mesure une espèce de quelque chose presque de fondateur en Israël, comme un mythe, un peu, voilà, les héros qui ont fait ça, qui ont empêché, en gros, toujours pareil, hein, les ennemis, et là, bon, voilà, c'est l'Irak, donc, on pourrait dire, voilà, l'ennemi babylonien, presque, de se doter de l'arme atomique. Et là, c'est, en fait, et c'est la même chose maintenant avec l'autre empire qu'affronte maintenant Israël, en fait, avec l'Iran. Donc, on voit qu'il y a une continuité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette question
de l'arme nucléaire va revenir régulièrement face à l'Irak, puisque lors de la première guerre du Golfe, il y aura encore des raids qui vont être menés sur les restes d'installations réelles ou supposées irakienne. Et puis, on arrive après à la séquence des armes de destruction massive de Saddam Hussein. Et là, on est en 2003. Donc, on va dire de 80 à la seconde invasion de l'Irak, cette question revient régulièrement et elle est utilisée, comme avec l'Iran, pour mobiliser à la fois la société israélienne ou l'appareil militaire israélien, mais aussi l'opinion internationale. Et donc entraîner les Américains, là ça rejoint ce que tu disais tout à Voilà. l'heure, dans ces guerres-là. Bah, justement, on va faire un focus là-dessus. Je vais apporter des éléments qui vont bien évidemment dans ton sens. Je vais citer déjà un passage de ton dossier où tu cites Donald Trump avant son premier mandat, hein, où il critiquait l'interventionnisme des États-Unis, notamment au Proche-Orient. Donc, je cite Donald Trump que tu cites dans ton dossier. Nous n'aurions jamais dû intervenir en Irak, nous avons déstabilisé le Moyen-Orient, appelez ça comme vous voulez. Je vais vous dire la vérité, ils ont menti. Ils ont dit qu'il y avait des armes de destruction massive alors qu'il n'y en avait pas. Et ils savaient qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Et dans ton dossier, tu rappelles les dernières informations qu'on a eues récemment via la presse états-unienne, à savoir que Donald Trump a averti un de ses donateurs pro-israéliens que son mouvement MAGA, donc toute la base MAGA et tous les influenceurs du mouvement MAGA étaient devenus anti-israéliens. L'air de dire, moi je ne peux pas retenir cette force en fait qui me porte, qui m'a porté au pouvoir en partie, qui est agacée, c'est le moins qu'on puisse dire, par l'influence du lobby pro-israélien sur la politique extérieure des États-Unis. Et je renvoie notamment, donc ça confirme tout ce que tu expliques, la très récente interview de John Mearsheimer par Tucker Carlson, qui est sorti il y a quelques jours, où il revient là-dessus. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que durant l'entretien, il parle du sujet que nous avons abordé dans notre livre. Parce qu'il lui pose la question à un moment donné du temple, de la mosquée Al-Aqsa. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe à la mosquée Al-Aqsa? Et John Mearsheimer dit, alors bien sûr, il n'a pas lu notre livre, hein, John Mearsheimer. Il lui dit, en gros, c'est simple. Ils veulent détruire la mosquée Al-Aqsa pour construire le troisième temple. Je te laisse intervenir avant de revenir sur l'influence des États-Unis. Vas-y, hein, c'était un mot à dire avant d'enchaîner avec l'influence du lobby sur les Non, non, guerres extérieures c'est ça, hein, américaines. en fait, c'est intéressant de voir que c'est toujours ce prétexte-là parce qu'on a des armes de destruction massive, hein, donc voilà, cette citation de Trump, elle est parlante, puisque il a fait quand même notamment sa première campagne sur le non-interventionnisme, et actuellement, et donc effectivement, là, c'est un levier énorme, parce que, comment dire, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu, pour la seconde, enfin, l'invasion de l'Irak, et la seconde guerre contre l'Irak en 2003. Donc tout a été utilisé avec le prétexte du 11 septembre de relier l'Irak comment dire, aux réseaux terroristes internationaux islamistes, avec l'idée qu'ils ont des armes de destruction massive, donc ils pourraient les donner potentiellement aux talibans, voilà, qui sont eux dans les montagnes afghanes. Bon, enfin bref, c'était un peu la géopolitique pour les enfants, mais il y avait un axe du mal, voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir toujours cette question, cette notion d'axe qui revient, parce que il y a toujours un axe du mal Ouais. à affronter à chaque époque, hein. Qui renvoie, tu veux dire, ça renvoie à la Seconde Guerre mondiale parce que tu montres bien dans ton dossier que cette lutte contre la prolifération nucléaire dans les pays maléfiques du point de vue des C'est ça. Anglo-Américains et des Oui. sionistes remonte déjà à la à la Seconde Guerre mondiale. Alors, avant de continuer, j'aimerais quand même apporter un certain nombre de preuves factuel sur ce que l'on est en train de dire. Quelle est la force, quel est l'État qui a poussé les États-Unis dans une guerre, notamment contre l'Irak? Et d'où vient l'argument des armes de destruction massive? Parce qu'on nous dit, notamment Michel Collomb, que les Israéliens, d'une certaine façon,
ne sont pas innocents, il ne va pas jusque-là, mais il dit en somme que les Israéliens ne sont que des exécutants des États-Unis et qu'ils n'ont pas d'influence sur les guerres américaines. D'ailleurs, il évoque à peine le lobby pro-israélien sans dire quelle est l'action du lobby pro-israélien. Alors, je vais apporter des éléments qui sont tirés de ce livre, Le lobby pro-israélien, la politique étrangère américaine, euh, écrit par John Mearsheimer, dont nous avons parlé, qui est un des représentants de l'école réaliste aux États-Unis, professeur à l'Université de Chicago, et Stephen Walt, qui est professeur à l'Université d'Harvard, livre sorti en 2007 aux États-Unis, 2009 en France. Et ils ont été attaqués, mais jamais en justice. Donc le livre est absolument irréprochable. Qu'est-ce qu'on y trouve par rapport aux armes de destruction massive? Et là, ça va dans le sens de ton dossier. Donc l'argument des armes de destruction massive a été fourni par des sources israéliennes le 3 mai 2022, donc un an avant la guerre d'Irak. Le porte-parole de Sharon, Ra'anan Gissen, disait à un journaliste, si on n'arrête pas Saddam Hussein maintenant, nous devrons faire face dans 5 ans ou 6 ans à un Irak disposant d'armes nucléaires, à un Irak disposant de systèmes de lancement pour des armes de destruction massive. Toujours au mois de mai 2002, Shimon Peres, à l'époque ministre des Affaires étrangères du gouvernement Sharon, lors d'une interview sur CNN, déclara Saddam Hussein est aussi dangereux que Ben Laden, mais ajouta les États-Unis ne peuvent pas rester assis sans rien faire pendant qu'ils constituent un arsenal nucléaire. Ewald et Mearsheimer mettent en évidence qu'Israël alimentait Washington en rapport alarmiste concernant des pseudo-programmes irakiens d'armes de destruction massive. Après la guerre de 2003 et après qu'on eut appris qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, le comité du Sénat en charge des relations avec les services de renseignement, Senate Intelligence Committee et la Knesset, Parlement israélien, ont publié des rapports séparés révélant que l'essentiel des informations transmises à l'administration Bush par Israël étaient fausses. Shlomo Brom, général israélien à la retraite, a d'autre part dévoilé que, donc je cite Shlomo Brom, pardon, les services de renseignement israéliens étaient pleinement impliqués dans le tableau descriptif des capacités non conventionnelles de l'Irak que dressaient les services américains et britanniques. Voilà, je te rends la parole, Pierre-Antoine, si tu as un commentaire à faire là-dessus. C'est totalement ça, parce qu'en fait, c'est quand je dirais, même la presse mainstream, même enfin, les médias ont été obligés de reconnaître qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Même Colin Powell lui-même, 10 ans après, a fait un livre et a expliqué qu'en fait, il a été dupé par la CIA, etc. Mais effectivement, on Tout ne ça, tu le sait, cites dans ton dossier voilà, c'est ça. référencé. Mais on n'explique pas d'où effectivement d'où est la source d'intoxication première en quelque sorte et qui aurait un intérêt vraiment stratégique à comment dire à amener sur cette piste-là. Je peux ajouter Euh, quelque chose oui. pour enfoncer le clou? Comme ça, comme ça, il n'y aura vraiment pas de doute. Plusieurs rapports confirment qu'à la veille de la guerre, donc contre l'Irak, Ariel Sharon, Premier ministre israélien à l'époque, a demandé aux diplomates et aux dirigeants politiques israéliens de ne pas faire de vagues et de ne rien dire qui puisse laisser entendre qu'Israël poussait l'administration Bush à attaquer l'Irak. Tout ça est parfaitement documenté. Vous avez des articles de Oui, David oui. Horowitz. Sharon warns colleagues not to discuss Iraq conflicts. Irish Times, 12 mars 2003. Voir aussi James Bennett, Threats and Responses, Israel's Role, Not Urging War, Sharon says, New York Times, 11 mars 2003, et ainsi de suite. Et j'ajoute, et là ça confirme encore notre propos, ensuite je te rends la parole définitivement, mais ça vaut le coup, dans l'année 2000, Condoleezza Rice, qui était la principale conseillère du président George W. Bush, publiait un article dans Foreign Affairs, qui est une revue importante aux États-Unis sur la politique extérieure des États-Unis, donc, où elle écrivait que les États-Unis pouvaient parfaitement vivre avec un Irak doté de l'arme nucléaire. Elle s'expliquait en ajoutant que la puissance militaire conventionnelle de Saddam Hussein avait été sévèrement affaiblie et qu'il fallait éviter de se laisser aller à la panique au sujet du régime irakien. Et d'ailleurs, dans ton dossier, tu mets bien en évidence comment les armes de destruction massive de l'Irak de Saddam Hussein ont été totalement démantelées. Voilà.
Bah, en fait, elles ont, avec la première guerre du Golfe, il restait plus de capacité, euh, de possibilités de capacité militaire nucléaire irakienne. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que il y a plusieurs choses. Pour moi, il y en a deux essentiellement. C'est les Israéliens veulent évidemment à tout prix garder le monopole stratégique dans la région. Donc, c'est impossible. Et donc, c'est l'affrontement, même aux États-Unis, on pourrait dire, entre des réalistes qui disent, bon, pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres puissances nucléaires et les Israéliens qui refusent ça absolument parce que ça les obligerait à rentrer dans une configuration de géopolitique classique où finalement ils seraient contraints de devenir un État souverain comme les autres en fait. Eux, ils veulent rester ceux qui ont l'avantage stratégique et aussi il y a le volet du nucléaire civil, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi empêcher le développement du nucléaire civil pour que les sociétés de ces pays elles-mêmes ne se stabilisent pas. Parce que quand on accède à la capacité nucléaire civile, comment dire, on franchit un seuil de développement technologique qui ensuite a un impact de bien-être sur toute la société et ça stabilise forcément les régimes politiques. Et à ce moment-là, les opérations de déstabilisation qu'on connaît bien sont beaucoup plus difficiles à mener puisque eh bien, l'opinion publique est plus attachée au régime et il voit ses conditions de vie s'améliorer. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est de remonter, en fait, avant même la création de l'arme atomique, en 1939. En fait, quand justement le lobby pro-guerre aux États-Unis essayait d'entraîner les États-Unis dans la guerre contre l'Axe. Et là où il y avait déjà, comme à l'heure actuelle, des forces qui d'ailleurs s'appelaient America's First, menées par Lindbergh notamment, qui voulaient que les États-Unis ne se mêlent pas de ce qui se passe en Europe. Et vous aviez déjà des réseaux, notamment sionistes, qui, même si l'État israélien n'existait pas encore, mais de ces réseaux sionistes qui en fait voulaient pousser les Américains à rentrer en guerre et en fait qui agitaient la menace potentielle d'une Allemagne nazie nucléaire. Et ça, c'est le fait que, parce que c'est intéressant parce que enfin comment dire, beaucoup de découvertes sur la physique, enfin sur le nucléaire, la physique nucléaire ont été faites en Allemagne. Et en fait, avec la montée du national-socialisme, beaucoup de chercheurs juifs sont partis aux États-Unis. Donc des juifs qui étaient en Allemagne, hein, comme Einstein, mais aussi d'autres qui étaient en Hongrie. Et en fait, ils ont à plusieurs, ils ont écrit donc avec Einstein et plusieurs chercheurs. Ils ont Edward Teller, Eugène Vignier et Léo Szilard, pardon, ils ont envoyé une lettre à Roosevelt lui indiquant que les Allemands étaient proches d'une découverte majeure dans ce domaine et qu'il fallait donc en fait que les Américains eux-mêmes finalement se lancent en fait dans la course nucléaire pour être dotés des capacités nucléaires civiles et militaires avant eux. Et dans cette lettre, ils expliquaient que il y avait, donc je peux vous la lire d'ailleurs un extrait. Il disait donc c'est Einstein qui dit Monsieur le Président, etc. Au cours des 4 derniers mois, donc on est en 1939, en août 39, donc 6 ans avant le bombardement d'Hiroshima. Monsieur le Président, il m'a été communiqué sous forme de manuscrit des travaux qui me conduisent à penser que les éléments chimiques uranium peuvent être transformés en une nouvelle et importante source d'énergie dans un avenir immédiat. Aux quatre- Au cours des 4 derniers mois, il est devenu probable qu'il soit possible de mettre en œuvre une réaction nucléaire en chaîne dans une grande masse d'uranium, etc. Et il explique que les Allemands sont en train d'essayer d'acquérir de l'uranium, etc. Bon, je laisse les détails pour les lecteurs du dossier, mais en gros, comme quand on regarde, quand on fait l'historique de cette période, on se rend compte que l'Allemagne hitlérienne, en fait, n'avait pas les moyens et ne s'était pas dotée de la capacité et de l'organisation pour mener à terme un programme nucléaire dans les années qui allaient être les années de guerre. Et même au moment de la guerre, en fait, là c'est Albert Speer qui l'explique, un ministre du Reich, hein, de l'industrie de l'armement, et qui dit que en fait, Hitler n'avait peu d'intérêt pour la question de l'arme atomique et finalement n'a pas donné
comment dire, les ordres pour que ça soit organisé, pour que la recherche soit organisée de manière systématique, comme ça a été le cas donc aux États-Unis, suite au lobbying d'Einstein et et des physiciens juifs qui s'étaient enfuis. Et Oui, donc, oui, ce qui a d'ailleurs, été. le ministre que tu cites, le ministre allemand de la Défense et de l'Armement, de la guerre et de l'armement, dit que sur les 2000 entretiens qu'il a eus avec Adolf Hitler, la question du nucléaire n'a été évoquée qu'une seule fois et de façon brève. Oui, c'est ça. Mm. Et en fait, et il est montré après-guerre hein, par les historiens, notamment les historiens anglo-américains, qui sont en fait souvent les plus intéressants sur cette période, que Et en qui ont le fait, moins peur d'en parler. et qui ont le moins peur d'en parler, que en fait, finalement, oui, enfin, l'Allemagne nazie n'avait même pas les moyens concrètement d'arriver à ça, et surtout du moment que la guerre était enclenchée là, ça devenait vraiment compliqué. Mais on Alors, voit que alors, c'est intéressant de voir, donc c'est les armes de destruction massive d'Hitler. En fait, on revient toujours à la même source, en fait. Hein, alors, on va pas dévoiler d'autres éléments du dossier, mais je vous invite vraiment à lire le dossier parce que vous y découvrirez des citations d'Adolf Hitler et les craintes d'Adolf Hitler par rapport au nucléaire, mais on n'en dira pas plus. Voilà. Oui, alors, on n'en dira pas plus, mais ça, je dirais, ça rejoint presque les craintes qu'ont les docteurs de l'islam chiite par rapport à l'emploi de l'arme nucléaire, ce qui n'est quand même jamais évoqué, qu'en fait c'est quelque chose qui est théoriquement Alors, il y a proscrit. une Voilà, fatwa du guide suprême interdisant la production d'armes nucléaires parce que, de leur point de vue, donc du point de vue du clergé chiite qui est au pouvoir et du guide suprême, l'arme nucléaire représentant un danger pour l'humanité est haram, c'est-à-dire proscrite, interdite. Donc c'est pour ça qu'il y a une fatwa interdisant l'arme nucléaire. Alors ça, c'est intéressant parce que ce que tu dis et ce que tu expliques dans le dossier, c'est qu'il y a deux niveaux de lutte contre le nucléaire. Donc la lutte, je parle de la lutte menée par les États-Unis, leurs alliés et surtout Israël dans la région. C'est empêcher la production de nucléaire civil qui permet à un pays, comme tu l'as expliqué, d'accéder à une certaine autonomie énergétique et un certain niveau de développement même économique. Donc il s'agit de briser les États, d'où la politique de sanctions économiques ça, visant notamment l'Iran depuis 40 ans, mais visant aussi l'Irak avant de détruire l'Irak, visant aussi la Syrie des Assad, de Assad surtout à ça. partir de 2004. Donc en fait, les sanctions économiques et le fait d'empêcher l'accès au nucléaire civil procède de la même stratégie, c'est empêcher le développement. Donc là, on ne parle pas de militaire pour l'instant, C'est ça. empêcher le développement économique. Et il y a un deuxième niveau, c'est empêcher le développement militaire, donc du nucléaire militaire, qui permettrait non pas de détruire Israël ou je ne sais quel pays, mais de sanctuariser le territoire national et donc d'empêcher la destruction de son pays, comme a été détruite la Libye, comme a été détruite la Syrie, comme a été détruit l'Irak. Voilà, donc c'est Et vraiment un aspect très important que tu développes. c'est exactement ça. Et en fait, c'est ce que je creuse dans les parties à suivre du dossier, c'est le fait que c'est la doctrine nucléaire française classique des généraux Beaufre, Poirier, de tous ceux qui ont conceptualisé cette doctrine, c'est l'idée qu'en fait, effectivement, l'arme nucléaire, paradoxalement, on pourrait dire, du moment qu'elle est partagée, en quelque sorte, elle sanctuarise les territoires nationaux et en fait, elle est un fondement de la souveraineté dans le monde post-Hiroshima, en fait. Et le paradoxe est là, et c'est là toute l'ambiguïté, et c'est là que ça rejoint en fait les questions sur le globalisme politique, c'est qu'on va voir que Einstein, qui était comment dire, pour l'usage de l'arme nucléaire, en tout cas pour que les Américains se dotent de l'arme nucléaire, pour avoir ce monopole, eh bien, du moment que les Américains l'ont employé, là, ça va être, ah non, maintenant, c'est terrible, c'est l'arme qui risque de détruire l'humanité. Donc à partir de là, on rentre dans une phase où en fait, il faut empêcher en quelque sorte la prolifération, parce que finalement, ça va créer un équilibre stratégique
défavorable à l'hégémonie justement thalassocratique, d'où le titre du dossier. C'est pour ça qu'il y a une ambiguïté même dans l'antinucléaire, et que l'antinucléaire a toujours été employé. Et là aussi, le civil et le militaire se rejoignent, puisqu'on a eu toutes ces campagnes contre le nucléaire menées par Greenpeace, qui est un faux-nez, comme les fondations enfin, type Soros et autres, pour pousser les États concurrents à abandonner le nucléaire en faisant appui sur la société civile qu'on aura convaincu du danger de pollution ou de destruction gigantesque que peut amener le nucléaire, même civil. Donc on voit qu'il y a cette idée, en fait, c'est un monopole énergétique en quelque sorte, mais qui est logique, puisque c'est vraiment enfin, c'est une rupture technologique telle dans l'histoire de l'humanité que eh bien, les pouvoirs forts hein, veulent le garder pour eux. Et donc, effectivement, et si on regarde depuis ce qu'on appelait la guerre froide, qu'est-ce que c'est la guerre froide? Eh bien, c'est justement la guerre chaude qui est empêchée entre les États nucléaires, et donc la répercussion de la conflictualité se reporte sur les périphéries de ces grands ensembles géopolitiques et sur les États qui n'ont pas l'arme nucléaire. Tous les États qui ont subi les plus grandes destructions et les plus grandes pertes humaines depuis la Seconde Guerre mondiale sont les États qui n'avaient pas l'arme nucléaire et qui ne pouvaient pas du coup sanctuariser leur territoire. Et donc c'est tout ce que veulent éviter les Israéliens autour d'eux, c'est qu'un de ces États rivaux puisse se sanctuariser et se protéger en quelque sorte définitivement des attaques israélo-occidentales. Est-ce que c'est peut-être pour cela que Benjamin Netanyahou a dit il y a quelques années que une fois que le problème iranien serait réglé de leur point de vue, puisque ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent, c'est que l'Iran soit transformé en Libye, la cible suivante sera le Pakistan. Il a parlé du Pakistan. Oui, oui, oui. Oui, Seul, à mon avis, ça seul serait. État musulman Oui, qui détient l'arme nucléaire. exactement. Oui, non, ça serait totalement logique. Et oui, dans cette idée de garder la main mise sur ce monopole-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est intéressant de voir, c'est que au moment où l'Irak était un problème, eh bien, les Israéliens étaient même prêts à fournir des informations justement sur le nucléaire irakien aux Iraniens lors de la guerre Iran-Irak. Et maintenant, l'ennemi, donc en fait, ils ont cette capacité que n'ont pas finalement leurs adversaires à arriver en tout cas à connaître leur intérêt, en fait, on va dire à hiérarchiser, je dirais, les ennemis des adversaires, en fait, quoi, et à savoir, et eux, à chaque fois, comme ils ont plus cette doctrine, je dirais, cette assise théopolitique qui est l'idée qu'ils affrontent depuis toujours les quatre grands empires de l'humanité, donc tour à tour, et le nucléaire nous amène à ça, c'est-à-dire que finalement, ils ont affronté donc les Irakiens héritiers de Babylone dans leur esprit, ils affrontent les Iraniens hérités de la Perse, et ils affrontent les Russes, finalement héritiers de la Grèce et de Byzance. Et ils affrontent aussi, par la doctrine Samson, ils menacent leur allié occidental, qui est pour eux Rome, en fait, ce qui est la continuité de Rome. Donc en fait, ils sont toujours dans cette dialectique finalement, qui était déjà celle qui est celle même je dirais, des talmudistes ou des intellectuels juifs dans le ghetto, quand ils parlent, alors qu'ils sont même minoritaires et finalement qui représentent pas grand-chose, de cette lutte encore entre eux et les empires, même chrétiens, dans lesquels ils vivent. Donc il y a toujours cette idée, et donc finalement, même à l'échelle de la communauté internationale, il y a toujours cette idée qu'on affronte tout le monde pour, à la fin, c'est comme le combat avec l'ange ou avec Dieu lui-même, hein, certains, c'est-à-dire on lutte, mais à la fin, on va asseoir notre position et on se rend, comment dire, comment dire, on se rend, on verrouille notre sécurité de cette manière-là. Et la Ah, problématique, elle est là, c'est que finalement, on accuse les autres d'être des États voyous, d'être une coordination d'États voyous qui nous menacent, et finalement, on a des méthodes qui sont de l'ordre l'exemple que tu as donné est très intéressant parce qu'il permet de comprendre que le discours binaire, le discours manichéen, le bien contre le mal, donc le bien serait représenté par le monde anglo-américain, Israël, et le mal, donc l'axe du mal, l'Iran, l'Irak, etc., masque une réalité
et un réalisme géopolitique dénué de morale. On peut dire amoral, et même là on le voit en Palestine, totalement immoral. Mais j'aimerais m'arrêter sur le cas irano-irakien pour donner le contexte dont tu as parlé. Le contexte, c'est que 1979, il y a la révolution qui va s'appeler par la suite, donc révolution iranienne, qui va s'appeler par la suite la révolution islamique d'Iran. Les Occidentaux, notamment les Américains, euh, y voient un danger puisque, ils s'attendaient à ce que ce soit des religieux de type frères musulmans qu'ils ont toujours pu utiliser arriver au pouvoir. Or, ils se rendent compte que le cas iranien est quand même différent, puisqu'en fait, c'est un clergé qui est installé depuis des siècles en Iran, qui a finalement pris le pouvoir. C'est un peu comme si on prenait la France du Moyen Âge, avec la montée donc l'avènement du gallicanisme, donc un catholicisme français, et que dans ce dualisme royauté et monarchie, royauté et Église, c'est l'Église qui aurait fait une révolution, disons en 1789, une révolution où elle aurait pris le pouvoir. Donc se rendant compte de la situation, ils ont poussé Saddam Hussein, qui lui-même voyait un danger dans cette révolution, un danger qui pourrait toucher l'Irak, puisque l'Irak a 60% de chiites. Donc ils ont poussé l'Irak de Saddam Hussein dans une guerre contre l'Iran. Et du point de vue israélien, et même du point de vue américain, mais surtout du point de vue israélien, c'était une aubaine. Cette guerre entre Irak et Iran était une aubaine puisqu'ils considéraient les deux comme des ennemis. D'ailleurs, comme tu l'expliques, en 79, il y a eu une tentative des Iraniens de détruire le réacteur nucléaire irakien. Les Israéliens ont analysé cette attaque iranienne et son échec pour réaliser leur attaque qui a connu un succès en 1980. Ouais. Et on a continué à alimenter en armes l'Irak et un peu aussi l'Iran pour que Mhm. l'Iran puisse poursuivre la guerre afin Mhm. d'épuiser les deux. Et comme tu l'as déjà expliqué ailleurs, la stratégie israélienne est de prendre les ennemis les uns après les autres, ce qui ne les empêche pas d'avoir des relations avec les deux belligérants durant la guerre. Mais eux, ils ont une vision à long terme que n'avait pas quelqu'un comme Saddam Hussein, par exemple. Mhm. Ah oui, oui, clairement, c'est exactement ça. Et, et c'est une problématique. Parce que ça rejoint ce que tu expliques, c'est-à-dire qu'en fait, les frappes nucléaires contre le Japon, Hiroshima, Nagasaki, empêcher les uns et les autres de développer l'arme nucléaire, il- c'est aussi à visée géostratégique. Tu l'expliques. Il Bah, y en a. fait, voilà. Le Ouais, vas-y. but, c'est. Enfin, dès le départ, c'est ça le cynisme, finalement, ça rejoint ce que je dis, c'est cette espèce de double discours. D'un côté, en fait, c'est Hollywood. On vous impose une morale du bien et du mal, mais en fait, c'est pour vous infantiliser et vous empêcher d'avoir une vision, justement, réaliste et une vision réellement politique en termes de rapport de force entre des puissances. Et ce qui s'est passé avec Hiroshima et Nagasaki, c'est qu'ils ont employé l'arme nucléaire volontairement pour déjà, moi je pense qu'il y a une dimension morale de l'ordre de punir ceux qui s'étaient en gros rebellés contre eux, de frapper des populations aussi civiles, et en fait d'envoyer, et ça c'est ce qui a été montré par tout un tas de chercheurs américains eux-mêmes, en fait le but réel était de montrer aux soviétiques que maintenant c'est eux qui gardaient la main. Donc en cas d'invasion, par exemple, si les Russes avaient l'idée d'envahir le Japon, eh bien, on les stoppait net en disant, voilà, maintenant nous avons cette arme-là. Et on voit que, parce qu'on s'explique mal pourquoi la violence, en fait, l'année 1945, et à partir vraiment du moment où on sait que le Troisième Reich va tomber, c'est là qu'on a les bombardements en Allemagne les plus mortels contre les populations civiles, comme le bombardement de Dresde en février 45, qui fait, on va dire, entre des sources qui minimisent la chose, 25 000 morts, et ceux et jusqu'à 100 000 ou 150 000 morts pour d'autres sources. Voilà. Donc, et qui est un bombardement qui avait tellement fait de destruction que même à l'époque, on en a parlé comme vraiment quelque chose, même dans les journaux, je dirais, des Alliés, hein, c'était quelque chose qui était vu comme quand même quelque chose d'assez horrible. Et en fait, on sait finalement,
Et quand il y a eu ensuite l'arme, quand ils sont dotés de l'arme nucléaire, eh bien, ça a été employé, on pourrait dire, de l'autre côté de l'arc du Rimland eurasiatique, hein, c'est-à-dire parce que c'est ça qui est intéressant de voir quand on va sur la géostratégie. L'axe, qu'est-ce que c'était? C'était finalement des portions du Rimland eurasiatique qui se décrochaient de l'Occident politique et qui affrontaient à la fois l'Occident politique et les Alliés et à la fois le Heartland communiste. Et donc ils étaient pris en étau entre ces deux forces. Mais cette alliance, je dirais, entre un Occident politique libéral et le stalinisme n'allait pas durer, et les Alliés le savaient bien. Donc ils se préparaient déjà à l'après-guerre, et en fait après à ce qu'ils ont appelé la guerre froide, et qu'ils ont attribué toujours aux Russes, alors que, on va dire, jusqu'aux années 60, l'hégémonie et le monopole nucléaire étaient clairement du côté américain. Et c'est de là d'ailleurs qu'il y a eu cette phase de pacifisme où Einstein ou d'autres. Einstein a signé avec Bertrand Russell, grand mondialiste anglo-saxon, là encore un traité et c'était l'inverse de la lettre qu'il avait envoyée à Roosevelt. Là, c'est attention, il faut stopper maintenant la recherche nucléaire, il faut que les États s'engagent à ne plus l'employer. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, du moment que ça devient un outil stratégique qui peut freiner ce monopole thalassocratique, et globaliste, eh bien, il faut le juguler. Donc c'est ce cynisme-là qui est insupportable et qui, je pense d'ailleurs, maintenant s'effondre complètement. Enfin, en fait, c'est ça aussi, c'est que pour les pays, je dirais ce qu'on appelle même du Sud global, même sur les questions technologiques, ça c'est intéressant, tous les pays du Sud global savent bien qu'il y a une rétention technologique qui est organisée et en fait, il y a une hiérarchisation technologique qui permet l'organisation, je dirais presque spatiale du monde. En fait, plus vous êtes près des Américains et près des Israéliens, plus vous avez droit à être au top des leaders technologiques. Plus vous êtes, je dirais, dans l'opposition à cette thalassocratie, eh bien, plus vous êtes dans l'exclusion technologique et donc militaire, nucléaire, etc., mais même donc nucléaire civil. Donc, mais avec, je dirais, le problème du capitalisme, c'est qu'ils sont obligés de comment dire, pousser au développement d'autres régions, hein, c'est ce que vous avez montré dans votre livre, avec la Chine, sur l'idée que la Chine devait être l'atelier du monde, puis la Chine ensuite a des visions stratégiques. Bon, eh bien, ils ont ce problème-là, c'est qu'en fait, ils ont du mal, comme ils sont, je pense, aussi dans une vision du monde qui se rejoint les anglo-saxons et les sionistes, dans l'idée que finalement, il y a vraiment des différences presque ontologiques entre les humains, ils ont du mal à concevoir que certains groupes humains, finalement, au bout d'un moment, décident, se disent, bon, on ne va pas rester juste comment dire, des producteurs pour vos biens de consommation à vous, on va se doter nous-mêmes du politique et du stratégique. Et c'est pour empêcher ça que cette exclusion nucléaire est organisée, en plus de sanctuariser le territoire national israélien. Et ça rejoint donc ce qu'on disait, ce débat avec Michel Collomb, savoir presque la poule et l'œuf, eh bien, c'est les deux en fait. C'est les deux et c'est selon des intérêts bien compris des deux. Mais l'intérêt justement de Trump, c'est que ça n'aille pas trop loin. J'entendais un peu amusé récemment un débat entre Michel Onfray et un Israélien, et en fait l'Israélien était presque, alors que c'était un Israélien de droite, ça sentait, mais presque modéré face à Michel Onfray qui expliquait que Trump avait freiné la chose, avait bombardé quelques sites, mais en fait avait prévenu les autorités. En fait, il avait la même explication que nous, mais selon le point de vue inverse, en disant non, mais en fait, Trump essaye de freiner la chose et c'est catastrophique, ça montre qu'il est cynique, il ne croit pas vraiment en Israël. Enfin, c'était assez intéressant à voir pour voir un peu cette confirmation, on pourrait dire, d'une forme de réalisme de Trump, en fait. Oui, Onfray se fait le porte-parole des messianistes et des Likoudniks au pouvoir en Israël, puisqu'effectivement, après les frappes contre les sites nucléaires iraniens, c'est sorti dans la presse, les dirigeants israéliens ont dit non, non, mais finalement, c'était des frappes théâtrales, ça n'a fait que retarder, repousser de quelques mois le programme nucléaire iranien, et donc on s'est rendu compte. Enfin, pour ma part, assez rapidement, parce que quand on connaît les méthodes de Trump, la stratégie de Trump, c'est-à-dire vociférer, menacer, et en réalité, je veux dire, c'est le chien qui aboie. Il aboie, mais ne mord pas. Il a fait ça en 2017 contre la Syrie, en 2018 contre la Syrie, en 2019 contre l'Iran, et là encore, une fois de plus, donc pour donner le change aux Israéliens, en disant, voilà, vous m'avez demandé
de bombarder. Vous m'avez demandé de suspendre les négociations avec les Iraniens. Je l'ai fait, je l'ai obéi, je vous ai obéi. Maintenant, est-ce qu'on peut reprendre les choses là où on les a laissées? Donc, rebelote, tentative de renouer le dialogue avec les Iraniens, etc. Mais on voit bien que si on suit ton dossier, ce que tu expliques, on voit bien que ça va pas, ils ne vont pas en rester là. Même Ah non, c'est si clair. même si les Américains tolèrent le nucléaire civil iranien, parce qu'en fait on le voit depuis Obama. Mais Depuis ça. Obama, il y a une Hmm. tolérance vis-à-vis de cela. Trump avait, pour faire plaisir à l'AIPAC, au lobby pro-israélien, était sorti de l'accord sur le nucléaire en 2018, mais finalement, Trump 2, donc l'administration Ouais. Trump 2, revient à la table des négociations et veut négocier avec l'Iran sur le nucléaire civil, comme si, je ne sais pas quel est ton avis, comme si les États-Unis étaient en position de faiblesse ou devant le fait accompli. Ça y est, je veux dire, Mhm. l'Iran est un pays qui maîtrise la technologie nucléaire. Assassiner deux, trois scientifiques Oui, ça va iraniens pas. Oui. n'aura Hmm. aucune conséquence, puisqu'en fait, il y a des milliers de scientifiques, voire des dizaines de milliers de scientifiques iraniens qui travaillent sur, en tout cas qui sont formés dans ce domaine-là. Et puis, il y a le parrainage russe et chinois. Donc, les Russes et les Chinois qui ne veulent pas que l'Iran ait la bombe atomique, mais qui aident, notamment, surtout les Russes, qui aident les Iraniens à développer le nucléaire civil depuis un certain nombre d'années. Donc, d'une certaine façon, les États-Unis, je ne sais pas quel est ton avis, les États-Unis ont reconnu d'une certaine façon leur défaite de ce point de vue-là. Ça y est, l'Iran est un pays qui maîtrise le nucléaire civil et aujourd'hui, l'Iran est un pays du seuil. C'est-à-dire C'est qu'ils ça. ont enrichi l'uranium à un niveau suffisant pour dire, bon, si vous allez trop loin dans la menace, C'est on peut ça. passer au nucléaire militaire. Mhm. C'est ça. Et en fait, ça rejoint pour moi ce qui aussi, enfin, c'est avec ce qui se passe avec la Russie. Enfin, là aussi, l'Occident est obligé d'admettre maintenant que la Russie a tenu. Et en fait, je pense que ça pointe du doigt qui n'a pas intérêt à finalement un système international stabilisé, à un ordre qui irait justement vers une nouvelle réorganisation spatiale. Je veux dire, qui a un intérêt à ce qu'on soit encore dans la guerre? Ben, finalement, c'est, je dirais, les deux grands réseaux, les globalistes et les sionistes. Les globalistes parce qu'ils veulent l'unité du monde et comment dire, arriver à une forme politique unique et au prétexte du pacifisme justement et de la guerre contre la guerre. Et puis les sionistes qui eux ne veulent pas justement que cette paix puisse arriver, ne veulent pas admettre par réalisme, eh bien que maintenant, voilà, les Iraniens ont le nucléaire civil et ça sera comme ça. Et je pense que ce qui se joue là en, euh, en Alaska, si cette rencontre se déroule et ce qui en sortira, c'est vraiment la lutte à l'intérieur de l'Occident politique entre les réalistes qui veulent finalement, je dirais, un accord avec l'Eurasie politique, entre l'Occident politique et l'Eurasie politique, et pour moi, la frontière entre l'Occident politique et l'Eurasie politique, eh bien, elle court tout le long d'un arc de crise qui va de l'Ukraine à la mer Rouge et donc maintenant même à l'océan Indien via l'Iran. Et en fait, on voit vraiment ces deux, c'est comme l'orbe du monde qui est coupé en deux, hein, presque finalement, euh, entre ce nord américain qui se recentre sur lui-même mais qui continue à garder la mainmise sur l'Europe, puisqu'on a bien vu qu'en Europe, les von der Leyen et autres, malgré leur velléité, soi-disant, de défendre le jardin européen libéral face aux illibéraux eurasiatiques et face à maintenant la menace américaine, font la politique qui va dans le sens des Américains. Donc en fait, ils sont installés pour ça. Et ils sont là, ce sont des young leaders qui doivent jouer le rôle de paillassons libéraux pour les Américains qui, eux, comment dire, se reconfigurent en césarisme politique et en fait se sauvent en quelque sorte de leur effondrement, je dirais, structurel et même civilisationnel en le reportant sur l'Europe. Voilà. Et donc je pense que maintenant, l'enjeu, il est ça, quelle va être la forme future
de l'ordre international et est-ce que les tractations entre les leaders américains de l'Occident politique et les leaders de l'Eurasie politique vont arriver à cautériser en quelque sorte ces plaies qui courent tout le long des frontières sanglantes entre ces grands ensembles stratégiques de dimension planétaire. Alors, on arrive au terme de l'entretien. Donc là, on a quand même fait le tour sans dévoiler, bien sûr, tout le contenu du dossier, sachant qu'il va y avoir plusieurs autres parties. Est-ce que Oui, pour terminer, tu peux nous dire quels vont être les thèmes qui seront abordés dans les futures parties de ton dossier? Je rappelle, le dossier est accessible sur ton Substack, Substack Pierre-Antoine Plaquevent. Le titre du dossier sur lequel nous avons parlé aujourd'hui est Israël et la politique d'exclusion nucléaire, un levier de domination thalassocratique. Donc là, c'était la première partie. Et il va y avoir d'autres parties. Donc vous cliquez sur le lien que vous aurez dans la description de cette vidéo. Vous vous abonnez et vous aurez accès à ce dossier, les dossiers précédents et les futures parties de ce dossier sur le nucléaire. Si tu peux nous en dire deux mots sur les prochaines parties et on se quittera là-dessus. oui, voilà, dans cette première partie, je suis parti de ce qui s'est déroulé, on va dire, donc comme on a expliqué avant l'Iran, eh bien, en Irak, comment les intérêts français aussi ont été frappés eh bien, par ces attaques contre l'Irak, hein, ce qui explique que la France s'est opposée, hein, à la deuxième guerre du Golfe en 2003. Donc comment progressivement on est chassé alors que nos intérêts géopolitiques ont toujours été portés vers le Moyen-Orient pour la France. Donc on est chassé progressivement et forcé d'adopter une ligne qui n'est pas la nôtre. Je fais l'historique, donc je remonte effectivement, j'explique comment cette politique d'exclusion nucléaire et d'hégémonie de monopole nucléaire était même déjà un prétexte avant même que les Américains aient l'arme nucléaire face au danger d'une potentielle Allemagne nazie nucléaire. Et ensuite, on arrive donc à la période de la guerre froide, et donc, comme je vous disais, à cette tentative d'exercer un monopole nucléaire qui ne va pas durer. Et puis, et la conclusion, effectivement, c'est sur la doctrine Samson, sur le fait que ce qui est intéressant de voir, c'est que donc les Israéliens, comment dire, comme on disait, peuvent affronter tout le monde. C'est-à-dire, à un moment donné, l'Union soviétique peut soutenir la fondation de l'État d'Israël, et puis plus tard, quand ils ont l'arme atomique, sachant que l'URSS soutient le nationalisme arabe, eh bien, ils vont pointer même leur vecteur nucléaire vers l'URSS. Donc, on est vraiment dans quelque chose où on affronte tour à tour un peu tout le monde. Et donc, ça sera un peu la dernière partie, puisque finalement, dans nos travaux, on arrive toujours un petit peu à ces conclusions-là, c'est l'aspect métapolitique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est justement, c'est que moi je pense qu'on devrait introduire une notion, même en politique internationale, c'est la notion de réalisme spirituel, c'est-à-dire de prendre en compte le fait, si on est un réaliste politique, on doit prendre en compte les représentations mentales qui guident les acteurs du choc des puissances. Et par exemple, la doctrine Samson, etc., ne s'explique pas uniquement par des aspects de réalisme politique, mais aussi donc par ce qu'on a étudié dans notre livre, hein, les schèmes profonds qui sont ceux qui structurent, je dirais, la théologie politique israélienne, et notamment sioniste millénariste. Donc après, on va arriver de nouveau à ces dimensions-là. Voilà, donc ce sera un petit peu ça l'objet des prochaines parties du dossier. Et sachant que sur cette lettre, sur ce Substack, en plus de ce dossier, eh bien, il y a toutes sortes d'articles qui sont programmés, qui vont paraître dans les semaines à venir, et en fait, au minimum un article par semaine. Très bien, merci beaucoup Pierre-Antoine Plaquevent. Je vous rappelle à tous que vous pouvez lire son dossier en cliquant sur le lien que vous allez trouver dans la description de la chaîne, lire ce dossier, les précédents et les futurs. Vous procurez aussi ce livre, donc je mettrai le lien Société ouverte versus Eurasie, géopolitique du globalisme, et le lien aussi pour vous procurer notre livre Israël à la guerre mondiale des religions. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, commenter, liker, partager.
soutenir la chaîne via Tipeee, via PayPal, vous trouverez aussi les liens en description et vous abonner à ma page Patreon où vous aurez les réponses à vos questions 2 fois par mois maintenant, désormais. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à mercredi prochain, 18 h si Dieu veut.